Laurence de Cock est professeure dans un lycée parisien. Elle enseigne d'autre part la didactique de l'histoire à l'université Diderot à Paris 7 et elle est agrégée d'histoire, elle est docteure en sciences de l'éducation et a fondé avec d'autres professionnels du secteur le collectif Aggiornamento Histoire-Géographie. Elle a publié plusieurs ouvrages, 5 ou 6, je dis ça de mémoire. Elle est auteure ou directrice d'ouvrages qui portent principalement sur l'enseignement de l'histoire. Je citerai seulement les 2 derniers, à savoir La fabrique de l'histoire 2, paru l'an dernier, et alors un ouvrage très récent, qui date d'un mois ou 2, je crois, voilà, que Laurence de Cock vous montre, et qui s'intitule donc « Sur l'enseignement de l'histoire ». Le précédent avait été publié aux éditions Agone, celui-ci a été publié aux éditions Libertalia. Voilà, alors Laurence de Cock, je vais vous poser quelques questions qui sont tirées principalement du dernier chapitre de ce livre, où vous formulez un certain nombre de propositions pour, je dirais, conduire à une discipline, l'histoire, qui soit véritablement émancipatrice pour les adolescents plus particulièrement. Ma première question sera la suivante. J'ai parlé dans mon introduction du collectif Aggiornamento Histoire-Géographie. Ce collectif a été créé en 2011. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots quels sont les objectifs de ce collectif, dans quelles conditions il a été créé et comment il fonctionne depuis maintenant 7 ans? Alors d'abord, merci pour cet entretien. Oui, on a créé ce collectif en 2011, donc Aggiornamento Histoire-Géographie, dans un contexte de réforme des programmes de lycée français à l'époque, où il y avait beaucoup de débats sur les programmes, et notamment autour de 2 aspects. Premier aspect, la suppression de l'histoire-géographie en terminale scientifique, qui est la terminale la plus élitiste en France. Et second aspect, la disparition, enfin en tout cas la plus ou moins importante disparition de la chronologie en classe de première. Et ça avait provoqué des débats de spécialistes, des débats sans fin, qu'on était un certain nombre à trouver un peu ridicules. Et ça a été un peu l'impulsion vers la création d'un collectif qui allait prendre en main, prendre en charge en fait une réflexion qui nous semblait un petit peu plus féconde et approfondie sur ce que c'était que l'enseignement d'histoire, ce que c'était qu'un programme d'histoire, ce que voulaient dire ces débats au fond, très corporatistes, très centrés sur des petits privilèges. Et dans le sillage en fait des travaux qui avaient été impulsés par Suzanne Citron, qui est décédée récemment, j'ai lancé cette idée de créer un collectif qui reprendrait en fait le nom d'un de ses articles de 1968 qu'elle avait intitulé « Pour l'aggiornamento de l'histoire et de la géographie ». Alors, il y a plusieurs finalités à ce collectif. La première finalité, d'abord, c'est de faire se rencontrer des gens qui sont à la fois enseignants dans le primaire, dans le secondaire et dans le supérieur, et donc de faire circuler des travaux, aussi bien des travaux de recherche académique que des travaux de tâtonnement didactique et pédagogique. Moi j'ai à cœur, et je ne suis pas la seule, l'idée que la pratique d'un métier nous rend experts de ce métier, et que les praticiens ont quelque chose à dire de ce métier, et qu'on n'a pas à attendre ni de l'institution ni des universitaires une espèce de parole un peu prophétique et descendante. Donc mon idée était de faire en sorte que les choses soient plus horizontales et circulaires. Donc ça, c'est vraiment la dimension collective de ce projet-là.
L'autre chose, c'est que la France, peut-être comme d'autres pays d'ailleurs, peut-être comme la Belgique, je ne sais pas, est confrontée à une disparition de sociabilité professionnelle. Il y a très peu aujourd'hui de collectifs dans lesquels les enseignants peuvent échanger, échanger des pratiques, échanger des colères, à part des syndicats. Et moi je pense que la réflexion sur le métier passe par ça, par des lieux qui sont des lieux de mutualisation et des lieux dans lesquels on avance, on fait part un petit peu de nos doutes, de nos blocages, au contraire de nos petits bonheurs. Et pour plein de raisons, c'est en voie de disparition et j'avais envie de recréer quelque chose comme ça aussi. La dernière chose, c'est que c'est un collectif qui est engagé et qui s'assume comme engagé. Un collectif qui est engagé sur des valeurs de gauche. Et donc non corporatiste au sens où c'est pas une association qui dit nous ne sommes ni de gauche ni de droite, nous avons vocation à réunir tout le monde. Nous on n'a pas vocation à réunir tout le monde du tout. On assume d'être totalement minoritaire, on assume d'être des gens engagés à gauche, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas la neutralité de l'enseignant, hein, on pourra en reparler, mais en tout cas qu'on assume ce côté progressiste. Revendicatif aussi, oui, progressiste, revendicatif, et ce droit et cette liberté d'interpellation de l'institution. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que l'institution nous pose des questions, c'est nous qui l'interpellons. Et on se fait du coup co-bâtisseur d'une discipline et de ses enjeux, plutôt que simplement exécutant. Voilà. C'est ça. Au fond, votre projet est de reconstituer d'une certaine manière ce beau projet qui date de l'époque moderne et qu'on appelle la République des lettres, au fond. Oui, on pourrait dire ça. Bon, après... Parce que là aussi, dans le cadre de correspondance, oui, il y avait des échanges là entre savants, ce n'étaient pas des enseignants, mais on se tenait au courant de ces lectures, ce que je peux lire d'ailleurs dans les échanges par mail qui se font entre les membres du collectif. On lit, on échange, j'ai lu ceci, j'ai lu ça dans le monde diplomatique, voilà, enfin, c'est un peu le même genre de choses quand... Pour moi qui suis spécialiste du XVIIe, XVIIIe siècle, je retrouve un petit peu ce... Mais adapté, c'est un aggiornamento, quoi, oui, adapté au XXIe siècle. Oui, de toute façon, c'est cette philosophie-là, mais sans remonter aussi loin, c'est aussi la reprise d'une philosophie qui était celle des associations pédagogiques, des mouvements militants pédagogiques des années 50, des années 60, des années 70, qui sont aujourd'hui... en voie de disparition. C'est un peu la reprise de cette tradition, en effet, de mutualisation, d'échanges et de débats qui nous nourrissent intellectuellement. Entendu. Je vais vous poser maintenant une deuxième question qui porte directement sur la pédagogie de l'histoire. Comment rendre l'histoire scolaire active? J'ai eu l'occasion, à certains moments, de voir... chez vous ou chez d'autres membres du collectif, des références à Célestin Freinet, par exemple. Est-ce que cette notion d'activité, vous la tirez de ce grand pédagogue de la première moitié du XXe siècle? Entre autres. Alors, en fait, il y a deux dimensions. Il y a une dimension qui est liée au contenu, dont on pourra reparler un petit peu plus tard, et puis il y a une dimension qui est liée aux pratiques. Ce que l'on peut tirer de Célestin Freinet, plutôt que la définition d'une pédagogie active, sur laquelle je vais revenir, c'est la question d'une pédagogie émancipatrice. C'était vraiment le mot de Freinet, il n'était pas le seul, mais enfin, le mot de ces pédagogues libertaires qui revendiquaient d'avoir une pratique professionnelle... Communiste dans le cas de Freinet. Communiste, oui. Avec une dimension libertaire importante, oui. Mais qui revendiquaient de mener leurs élèves vers une totale émancipation. Alors, ce que veut dire une histoire active dans mon vocabulaire et dans ce livre, c'est une histoire qui provoque chez les enfants, chez les adolescents, la conviction d'être un acteur de l'histoire et d'avoir envie d'agir sur le monde. Hein, c'est ça, c'est un peu plutôt le concept de principe actif en chimie, hein, quand on met un principe actif, oui, et puis tout à coup ça déclenche quelque chose. Donc, ça, je reprends cette idée de principe actif. Qu'est-ce que l'on pourrait trouver comme principe actif
dans la matière historique, dans la connaissance du passé, pour provoquer cette conviction d'être un acteur et de devoir être un acteur engagé, engagé au sens d'avoir des responsabilités à mener dans le monde. Ce que je peux tirer de Freinet, qui est très important et qui permet de déminer les critiques qui nous sont parfois faites d'être des idéologues ou des propagandistes, ce que je tire de chez Freinet, c'est la définition qu'il donne de l'émancipation, c'est-à-dire que l'émancipation, c'est prendre le risque que les enfants ou les adolescents que nous formons ne pensent pas comme nous. Et donc, quand je fais se rencontrer le principe actif de l'histoire et la question de l'émancipation, j'en arrive à l'idée que enseigner l'histoire permettrait de former des acteurs engagés dans le monde, mais pas forcément engagés dans le monde comme moi j'attendrais qu'ils le soient. C'est-à-dire pas selon des lignes politiques qui seraient les miennes, mais engagés dans le monde avec cette profonde conviction qu'ils ont un rôle à y jouer. Et ça, pour moi, c'est un des fondements de la démocratie qu'on a un petit peu perdu, qui est de dire que cet enseignement d'histoire peut mener à une vraie autonomie de pensée, qui n'est pas forcément celle qui est ma ligne politique, qui peut l'être, mais qui peut en être une autre, mais qui en tout cas va générer du débat, et du débat sain, parce que du débat intellectuellement étayé. Ce qui est exactement le contraire de ce qui se pratique aujourd'hui dans l'enseignement de l'histoire en France, et ce qui se pratique d'ailleurs depuis très longtemps, c'est-à-dire une tendance qui vise plutôt à faire adhérer les enfants ou à provoquer le consentement des enfants ou des adolescents à des thématiques ou à des valeurs ou à des causes qui sont déjà préétablies et sur lesquelles ils n'ont pas le droit d'avoir de pensée critique. Voilà. Donc une histoire active, c'est une histoire qui est émancipatrice parce qu'elle donne cette étincelle qui fait que les élèves comprennent tout à coup qu'ils sont des acteurs de l'histoire. Et vous entendez donc le mot émancipation dans son sens fort, puisque étymologiquement, s'émanciper, ça veut dire sortir de l'esclavage. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça. Sortir de la soumission. De la soumission, de la logique. Alors, pour employer des termes moins caricaturaux, parce que je ne vais pas dire l'enseignement d'histoire, c'est un enseignement de la soumission, c'est un enseignement de l'esclavage, évidemment que non, mais c'est quand même le paradigme de l'adhésion ou du consentement. Et de la reproduction ? Et d'une forme de reproduction. Mais en tout cas, le paradigme de l'adhésion, ce que j'appelle le paradigme de l'adhésion ou du consentement, c'est par exemple le fait de fabriquer de l'amour patriotique. Ce qui a longtemps été une des finalités de l'enseignement d'histoire et qui tend à revenir parfois un peu par la fenêtre. Et surtout en France, je surtout dirais. En France. Ah, pour moi qui suis belge, je vois une distance qui est vraiment très différente. L'identité belge n'existe plus de toute façon aujourd'hui. Hein. Bien sûr, non, mais en France, on sent vraiment... C'est très fort. Oui. On aura peut-être l'occasion de reparler de la différence entre les deux, mais en France, c'est une matrice qui est extrêmement forte et dont on a du mal à se décoller, justement. Et c'est la Troisième République, en voilà, gros. Cette fabrique de l'amour patriotique. Bon, ben, le fait de cette injonction à l'amour est un enfermement. On a le droit, à un moment donné, d'être critique par rapport à sa patrie. C'est pas un problème. Ça fait pas de soi un renégat. Non. Voilà, donc c'est cette idée-là. Hein, c'est l'idée de sortir de l'injonction au consentement. Très bien. Et alors, dans la ligne de cette question-là, comment les enfants peuvent-ils s'approprier l'histoire ? Alors, ça c'est une question qui est vraiment la question des didacticiens. Hein. À la fois, on sait des choses là-dessus, puis il y a des choses qu'on ne sait pas. Alors, ce que l'on sait depuis les travaux, par exemple, je pense aux travaux de Nicole Lothier, qui a été... c'est pas Lothier, j'ai un trou. Nicole Ellieu-Marie, si, c'est Lothier, bien sûr, c'est Nicole Lothier, je confonds deux. Nicole Lothier, absolument. A montré quelque chose qui, moi, lorsque je l'ai découvert en tant que jeune prof, c'est pour ça que je le dis aux étudiants, oui. Quand je l'ai découvert en tant que jeune prof, ça m'a libérée pour le coup. Pour le coup, ça m'a libérée d'un certain nombre de petits chaînons de la discipline. Ce qu'elle a montré, c'est que lorsque les enfants ou les adolescents s'approprient l'histoire,
il passe par, forcément, il passe par de l'anachronisme, il passe par de la comparaison, il passe par de l'analogie, il passe par ce que moi je pourrais reformuler en disant qu'il passe par des savoirs qui sont déjà là, hein, et qu'ils vont connecter à des savoirs plus académiques, plus scientifiques, plus orthodoxes. Et c'est cette rencontre entre des savoirs sociaux, des savoirs déjà là, et des savoirs que nous leur apportons ou qu'ils construisent avec nous, qui fabrique de la connaissance. Et ça, pourquoi est-ce que je dis que c'est important de comprendre quand on est enseignant? Parce que quand on a une formation d'historien, et en France la formation d'historien elle est très forte, on se dit on n'a absolument pas le droit à l'anachronisme, on n'a absolument pas le droit à la comparaison, c'est des choses qui sont très mal vues par le monde académique, et donc on passe son temps à dire aux enfants, oh là là, non, attention, ne compare surtout pas Louis XIV et Hitler, non, ça n'a rien à voir, la Première Guerre mondiale et puis la guerre de 100 ans, ça n'a rien à voir, singularité, etc. toujours, Voilà. voilà. Et en fait, c'est assez violent à recevoir ça pour les enfants, parce qu'ils ont besoin de faire ce passage obligé en fait par quelque chose qui leur évoque un savoir qui leur est familier. Et on a de la chance en histoire, contrairement à d'autres disciplines, c'est qu'ils ont beaucoup de savoirs familiers. Je sais pas moi, sur la Révolution française, sur la prise de la Bastille le 14 juillet, sur le 11 novembre, l'armistice de la Première Guerre mondiale, etc. On a toujours des gamins qui ont des savoirs familiers et qui ont besoin de mettre tout ça en correspondance. Eh bien, ce que nous montre Nicole Lothier et d'autres, hein, c'est que ces correspondances sont saines, que c'est comme ça, en fait, qu'un enfant s'approprie les choses. Et une fois qu'on a ça, qu'on s'est libéré un petit peu de cet ethos universitaire et de tous ces interdits, eh bien, on peut travailler, je crois, de façon plus intéressante, parce qu'on admet cette comparaison, même si on la trouve un peu scabreuse, et puis progressivement, on amène les élèves vers cette singularité dont vous parlez, qui est absolument fondamentale en histoire, parce que oui, il y a de la singularité. Mais la singularité, elle peut être pensée aussi par des mécanismes d'anachronisme et d'analogie. Alors, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'un enfant et un adolescent n'apprend pas l'histoire, ne s'approprie pas l'histoire comme un historien en herbe. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est justement de me dire que je ne forme pas des historiens. Je forme des gens qui vont devenir mécaniciens, boulangers, professeurs d'anglais, peu importe, mais qui vont quand même avoir en tête que l'histoire leur sert. Voilà. Et du coup, réfléchir dans ces termes-là à l'appropriation de l'histoire, ben finalement c'est assez désangoissant. Entendu. Question suivante. Quelles sont les conditions de l'enseignement du raisonnement historique? Parce que vous y attachez un commentaire, en tout cas, toujours dans le dernier chapitre de votre livre. Oui, alors une fois qu'on a dit tout ce que je viens de dire sur la question de l'histoire active, sur la question de comment les élèves s'approprient l'histoire, etc., après on ne peut pas faire l'économie justement de ce que ça signifie en fait de cette prise de conscience d'être un acteur de l'histoire, ou de cette prise de conscience de la singularité des moments historiques, ou tout simplement de cette prise de conscience de ce que le passé, ou la connaissance du passé, peut nous aider à construire comme outil d'intelligibilité du présent. C'est ça que j'appelle le raisonnement historique dans ce livre, ou que je l'appelais dans d'autres articles. Comment est-ce qu'on peut mener des élèves à penser historiquement? C'est-à-dire pas penser littérairement, pas penser géographiquement, mais penser avec les outils de l'histoire. Alors, même pour faire ça, il faut en revenir à l'épistémologie de la discipline. Je vais citer notre grand maître à tous, mais Marc Bloch disait donc que l'histoire c'était la science des hommes dans le temps, donc moi je dis c'est la science des hommes et des femmes dans le temps, bien entendu. Donc la question fondamentale, c'est la question du temps, hein, c'est la question de l'historicité, c'est la question de comment resituer quelque chose dans son temps. Ce qui est fascinant pour des enfants, l'idée de se dire qu'il y a eu d'autres temps,
au pluriel. Et l'idée aussi de se dire que pendant qu'il y a leur temps à eux, des contemporains à eux ont d'autres temps, c'est assez fascinant et c'est compliqué à comprendre. Ça fait partie du raisonnement historique. Alors, c'est un voyage dans le temps, mais c'est un voyage dans le temps qui nécessite d'épouser, on va dire, un code de la route extrêmement bien défini. Dans ce code de la route, il me semble qu'il y a qu'il y a 3 choses qui sont fondamentales. La première chose, c'est, ou 4. La première chose, c'est de sensibiliser les enfants dès tout petits à la question des causalités. Des causalités. Ce que moi j'appelle les pourquoi, et non pas le pourquoi. Comme on a trop tendance à le faire, en tout cas en France, cette explication monocausale des choses. Il se passe ça, alors c'est parce qu'il y a eu ça, puis après ça va entraîner ça, etc. Comme si l'événement ne répondait finalement qu'à une cause. On sait bien que c'est pas ça. Donc, pousser des enfants dès tout petits à poser la question des pourquoi. On dit toujours la fameuse phase des 3-4 ans, là, pourquoi. Elle est fondamentale cette phase-là. Elle ne devrait jamais disparaître en fait. Et pour ça, ça veut dire que l'école doit assumer d'être le lieu qui apprend à poser des questions. Et pas simplement à apporter des réponses. Les profs d'histoire en France, ils apportent des réponses. Ils disent il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et ils anticipent ou ils empêchent la possibilité des questions. Dans le raisonnement historique, il y a forcément les pourquoi. On le sait bien, quand on a fait de la recherche, quand on a fait une thèse, et qu'on est face à des archives, la posture saine et la posture scientifique, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi j'ai ça sous les yeux? Qu'est-ce que ça veut dire? La deuxième question fondamentale qui est la question de l'historien, c'est qui? Et je pourrais presque, si c'était possible en grammaire, mettre un S à qui. Quels sont les acteurs? Les acteurs, la pluralité des acteurs et les actrices, bien entendu. Et non pas l'acteur, celui dont on va dégager la responsabilité principale, l'héros. Le héros, voilà, celui qui porte sur lui, un peu comme une espèce de fardeau, là, la responsabilité de l'événement. Ça n'existe pas en histoire, c'est pas comme ça, c'est pas un héros, ce sont des acteurs. Donc, pluraliser aussi la question des acteurs et des actrices, ça me semble fondamental. Ensuite, il y a les déroulés. Les déroulés, c'est pas l'événement, c'est les déroulés. Et ça, les déroulés, c'est quelque chose qui est absolument fondamental parce que si je prends un exemple que je connais bien parce que j'avais travaillé dessus quand j'étais plus jeune, mais je prends l'exemple de la décolonisation tunisienne. Donc voilà, le 20 mars 1956, la Tunisie devient indépendante. Bon, le 20 mars 1956, à Tunis, dans la capitale de la Tunisie, on fait la fête. Tout le monde sait que la Tunisie vient de devenir indépendante. Mais dans le sud tunisien, à la même date, on ne fait rien. On continue à aller vaquer à ses travaux et aller chercher l'eau dans le puits, et aller, etc. Parce qu'on ne sait pas que la Tunisie est devenue indépendante. Et pourtant, c'est la même date, c'est le même lieu. Bon, ça prouve bien qu'il y a des déroulés différents. Et ça, je trouve que c'est aussi assez fondamental et assez excitant, en fait, de travailler cette question-là avec les élèves. Donc la question des déroulés. Et on peut même, avec les plus grands, s'amuser à poser la question de ce qui aurait pu avoir lieu. Ça n'a pas eu lieu, mais qu'est-ce qui aurait pu avoir lieu? Une histoire des possibles, comme on dit aujourd'hui, de contrefactuel, par exemple. Si on se pose la question de qu'est-ce qui aurait pu avoir lieu, on peut mieux comprendre ce qui a eu lieu. C'est aussi d'ailleurs un outil d'intelligibilité. Et puis la dernière question, alors certains appellent ça les conséquences ou la conséquence. Moi, j'aime pas ce mot de conséquence, mais j'aime bien le mot de devenir. Donc, les devenirs. Bon, le raisonnement historique, c'est ça. Les causes, les qui, les déroulés, les devenirs. C'est ça. Dans votre livre, et d'ailleurs c'est en lien immédiat avec ce que vous venez de dire, vous expliquez que, au fond, le rôle du professeur d'histoire n'est pas de partir d'une problématique
et d'y répondre ou de faire répondre les élèves à cette problématique, c'est d'arriver en fin de leçon justement sur le pourquoi, c'est-à-dire qu'il n'est pas le point de départ, il est le point d'arrivée. Oui, alors en France, on a cette fâcheuse habitude de poser une question en début de séance et puis de dire je vais amener les élèves à répondre à la question. Je trouve que c'est piper le jeu en fait. C'est piper le jeu parce que c'est une manière de finalement c'est une problématique qui est une problématique artificielle. C'est une question à laquelle nous évidemment nous avons la réponse, mais c'est une question qui est prémâchée pour les élèves. Et alors qu'on imagine que didactiquement ça peut être porteur, moi je suis de moins en moins persuadée de ça parce que finalement c'est un peu comme si on leur donnait des cours d'une enquête de police, quoi. Hein, et puis c'est le Cluedo, quoi. Nous on connaît déjà le coupable, mais on va les amener à découvrir le coupable. Le Cluedo c'est un jeu qu'on a en France, je ne sais pas si vous avez Oui, non, je connais bien, et alors il y a des objets, le professeur poignard, Moutarde, le chandelier, voilà, le d'accord. chandelier, etc. Moi je trouve beaucoup plus intéressant de voir comment les élèves s'interrogent. Et je trouve qu'il n'y a pas plus difficile que d'affiner une question, de poser une question. C'est-à-dire que c'est la démarche en fait de trouver la problématique qui est intéressante. Et on sait bien que quand on a formulé la question, c'est d'ailleurs la chose qu'on fait en dernier dans une thèse ou en dernier dans une dissertation. Pourquoi? Parce qu'on la formule à partir des réponses qu'on a déjà. Donc, si on inverse les choses et qu'on progressivement on construit les savoirs historiques avec les élèves et qu'à la fin on leur dit alors ça, à quoi est-ce qu'on répond comme question là? Quelle est la question qu'on vient de poser ensemble au passé? Eh bien on boucle la boucle de manière beaucoup plus intelligente. Et je trouve, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, hein, c'est que et c'est lié au paradigme du consentement dont je parlais, hein, ou de l'adhésion dont je parlais. Je trouve que la place de la question est négligée aujourd'hui dans l'école en France. Or, c'est celle-ci qui est la condition même de l'esprit critique. Le s'autoriser à poser des questions. Tout à l'heure, vous avez, en commençant à répondre à ma question, évoqué Marc Bloch, qui définit l'histoire comme étant la science des hommes dans le temps, hein, sauf erreur de ma part. Et puis alors vous avez donné comme exemple un certain nombre d'éléments qui renvoyaient à des temps étant synonymes de moments. Et puis vous avez parlé de déroulés, et ces déroulés sont au fond le même moment, mais à des endroits, ou en tout cas vécus par des gens qui sont dans des situations géographiques ou sociologiques ou politiques différentes, mais qui vivent au même moment. À quel moment introduisez-vous, et le fait-on d'ailleurs, la notion de durée, c'est-à-dire de cette étoffe du temps? Donc ce n'est pas le temps, parce que le temps c'est un mot qui est très général, mais la durée c'est encore autre chose, c'est ce qui se passe entre deux moments. Et le fait-on, et comment le fait-on dans l'enseignement avec des élèves? Donc ici, ce n'est pas un problème philosophique général, c'est un problème concrètement, enfin concrètement ça ne veut rien dire, mais je veux dire quand on est avec des élèves, et alors peut-être que vous pouvez dire que expliquer qu'il y a des moments différents, suivant qu'on est en, je ne sais pas moi, quand on a 10 ans, quand on a 13 ans ou quand on a 17, le problème n'est pas abordé de la même manière, je ne sais pas. Ah bah, ça c'est sûr, mais là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est sûr qu'entre le moment, en France, on commence à travailler la construction du temps à 5-6 ans. Oui, oui. Donc c'est sûr qu'entre 5-6 ans et 17 ans... C'est le problème de la durée, ma question. Voilà, la question de la durée, elle est absolument fondamentale parce qu'elle est à la fois objective et subjective. Donc elle rejoint aussi cette dimension des temporalités dont je parlais tout à l'heure. Une des manières de la travailler avec les élèves, une des manières qui me semble particulièrement intéressante, c'est de varier les focales et notamment de varier les prismes. Alors, je vais donner deux exemples.
Si je fais une histoire économique et sociale, je vais être davantage tentée de travailler sur un temps long, hein, un peu à la Brodel, pour le dire rapidement. Oui, Je vais par exemple travailler sur, ça a été fait d'ailleurs en classe, dans les années 70, c'était dans les programmes. Je peux par exemple travailler sur l'histoire des transports de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne. oui. Voilà. Et je vais aborder effectivement quelque chose qui est ce qu'on peut appeler le temps long, et donc Oui. je vais travailler des périodisations avec des élèves, qui sont des périodisations qui sont liées à des inventions techniques, etc. Je peux, à contrario, adopter une histoire, par exemple, qui soit plus une histoire politique, et je vais travailler sur la question de être combattant pendant la Première Guerre mondiale, et je vais travailler sur ces 4 années, qui sont, on le sait, pour des acteurs qui vivent la guerre, qui sont des durées qui sont à la fois très courtes et infinies, et qui sont en plus dictées par quelque chose qu'on connaît mal, qui est la possibilité, et voire même la probabilité, de la mort imminente, qui amène encore autre chose dans cette façon d'éprouver la durée. À l'intérieur de ces 4 ans, on le sait aussi, du fait justement de cette élasticité du temps, de cette forme d'accélération du temps, on peut aussi dégager des périodisations qui peuvent être des périodisations de quelques mois, voire de quelques jours. Et donc, si durant la même année, on fait percevoir à des élèves qu'il peut y avoir des durées ou des périodisations qui sont comme ça, presque inertes, sur un temps très long, et au contraire des moments d'accélération et des moments de contraction des temps qui sont liés à des urgences, qui sont liés à des drames, etc., on travaille la question de la durée. Et on la travaille de façon d'autant plus pertinente qu'on est exactement à contre-pied de ce qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire de poser des dates sur une frise. C'est-à-dire que dans ce que je vous ai décrit là, sur ces rapports au temps au pluriel, hein, qui sont élastiques, c'est impossible de les mettre en frise. Hein. Donc ou alors c'est la vraie frise, c'est-à-dire ça frise. C'est pas défrisé, ça refrise. Je veux bien faire refriser. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille la question de la durée. Donc à la fois par d'autres prismes, ça pourrait être le genre aussi, ça pourrait être voilà, les ouvriers, les bourgeois, les catégories sociales, etc. Donc varier les prismes, mais aussi saisir des événements qui sont eux-mêmes définis par un rapport particulier à la question de la durée. Merci beaucoup. Alors, j'avais prévu comme question suivante la question du projet. Quand on enseigne de l'histoire, on le fait avec une certaine vision de l'histoire, j'allais dire, sans jouer sur les mots. C'est-à-dire qu'on a une vision de la société, plus exactement. Et quelles sont les valeurs qui doivent sous-tendre, selon vous, l'enseignement de l'histoire pour pouvoir être légitimé dans le cadre d'une société qui se veut démocratique, au fond? Mais déjà, la question de la démocratie, elle est absolument fondamentale et en fait, elle est, en France, très peu posée. Généralement, l'enseignement d'histoire en France, on lui attribue 3 finalités. Une finalité identitaire, construire des Français. Une finalité civique, construire des bons citoyens. Une finalité intellectuelle, mais enfin, qui peut tendre à être un peu négligée. Hein. C'est construire de la connaissance historique dont on parlait tout à l'heure. Et ça, c'est réuni derrière ce beau concept de valeurs républicaines. Aujourd'hui, l'enseignement d'histoire en France, il est mis au service des valeurs républicaines. Bon, moi je veux bien, ça ne me pose pas de problème les valeurs républicaines, hein. Mais quand on est historien, on sait bien que la République, c'est pas unique. Hein. Mais ce que j'aimerais, c'est que la question de la démocratie soit reposée. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas au service de la démocratie? La démocratie, c'est pas un mot de l'école, c'est bizarre, c'est pas un mot de l'école en France. Donc déjà, moi je voudrais l'y remettre.
Quand vous dites ce n'est C'est pas un mot de l'école, le mot de l'école, le mot des instructions officielles, c'est république, république, oui, république. Voilà. Ouais, C'est ouais. pas démocratie. Mhm. Donc déjà, plaider pour qu'il y ait une forme de légitimation de la question démocratique, c'est déjà important. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que si la finalité de l'enseignement de l'histoire devient une finalité démocratique et pas simplement républicaine, on prend le risque d'accompagner des élèves qui vont se forger des idées qui ne sont pas les nôtres et qui ne sont pas forcément celles de leur père, P-I-R-S, ni de leur père, P-E-R-E-S. On prend justement ce risque, qui est à mon avis le plus sain, d'avoir de la conflictualité. Et on légitime la conflictualité. Parce que la démocratie, c'est ça. La démocratie, c'est la légitimation de la conflictualité, de l'adversité des positions, de quelque chose qui va vous pousser à argumenter, poser des mots sur des convictions et à affronter vos adversaires avec des mots, évidemment. Pour moi, l'enseignement de l'histoire doit participer de ce projet-là démocratique. Ensuite, dans ce livre, je développe cette idée aussi d'un projet de justice, mais qui est lié en fait au projet démocratique. Le projet de justice, alors à la fois il est lié parce qu'il n'y a pas de démocratie sans justice, mais il recoupe une autre dimension dans mon esprit, qui est un peu de rendre justice à ceux dont on ne parle pas, dont on n'a jamais parlé d'ici là ou très peu. Oui. Rendre justice aux dominés d'une certaine manière. C'est la question des rapports de domination en fait. Pour moi, l'écriture de l'histoire et son enseignement participent de ce que j'appelle aussi une pédagogie critique, c'est-à-dire une pédagogie de mise au jour des rapports de domination. Cette mise au jour des rapports de domination qui est la condition de la démocratie, puisqu'elle est la condition de l'égalité. C'est pour moi un principe de justice. La mise au jour des rapports de domination, c'est la question par exemple de la place des femmes dans leur rapport aux hommes, de la place aussi des immigrés, des étrangers, des ouvriers, des paysans, des paysannes, etc. C'est pas simplement faire une histoire des dominés, ça serait une forme de roman de gauche, mais c'est une histoire des rapports de domination. Voilà. Et pour moi, dans les sciences sociales, c'est vrai qu'il y a cette dimension-là, cette dimension de mettre au jour des rapports de domination pour finalement espérer, presque comme une sorte de terminus post-quem, comme on dit en archéologie, espérer que la connaissance des rapports de domination participe à leur suppression. C'est là qu'il y a un principe de justice. Entendu. Vous évoquez pas seulement le principe de justice, mais aussi celui d'égalité. Oui, c'est lié aussi, c'est lié à ce que je disais, c'est que là aussi, cette façon de mettre au jour les questions de domination, les rapports de domination, mais c'est une manière de travailler les inégalités, qui sont un moteur de l'histoire, mais de les travailler de telle sorte à faire prendre conscience aussi que énormément de moments historiques ont été des moments de lutte pour l'égalité. Donc de lutte contre cette espèce de fatalisation de la reproduction des inégalités. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans les contenus eux-mêmes, il me semble très important qu'il y ait une juste redistribution des tâches, en fait, entre les différents acteurs et différentes actrices de l'histoire. Une histoire qui soit plus inclusive, en fait. C'est-à-dire dans laquelle chacun des enfants qui soit sur les bancs de l'école puisse se dire « j'y trouve quelque chose de moi ». Elle est là aussi, le projet égalitaire est là aussi. Dans ce qui m'est enseigné, j'y trouve quelque chose du moi du passé. Voilà. Je voudrais vous poser une question qui est liée à celle-ci.
il y a quelques mois, il y a peut-être 2 mois, enfin je n'ai plus en tête précisément les dates, je me souviens qu'il y avait eu un ou des articles, je ne sais plus, qui visaient directement le collectif en disant que c'était des professeurs d'histoire gauchistes. Est-ce que c'était à propos de ces valeurs-là qui étaient censées être des éléments d'identification de ce gauchisme, entre guillemets, je ne sais pas très bien comment l'appeler, quels étaient ces éléments qui étaient mis en évidence et qui vous stigmatisaient comme étant, au fond, des professeurs qui n'étaient pas neutres, entre guillemets, et qui ne faisaient pas leur boulot, leur boulot de professeur, comme ceux qui vous stigmatisaient le concevaient. C'est une critique qui nous est faite par, je dirais, des tenants d'une histoire extrêmement réactionnaire qui ne se pense pas politique. C'est assez intéressant d'ailleurs. Moi j'ai commencé l'interview en disant que oui, nous sommes un collectif progressiste, engagé à gauche. Je l'ai commencé comme ça. Et j'ai essayé d'expliquer que ça n'empêche pas la question de la neutralité dans la mesure où notre projet d'émancipation, c'est la prise de risque que nos élèves ne pensent pas comme nous. Tout à fait. C'est exactement ce qui nous différencie de ces gens qui nous accusent d'être des propagandistes. Ces gens qui nous accusent d'être propagandistes ne supportent pas que nous ayons un discours sur l'autonomie de pensée des élèves. Ces gens qui nous accusent d'être propagandistes sont en réalité des gens qui considèrent que l'enseignement de l'histoire doit provoquer obligatoirement le consentement à ce qu'ils défendent. La propagande est donc de l'autre côté, elle n'est pas du nôtre. Et ce sont des gens aussi qui sont persuadés que l'enseignement de l'histoire doit servir une cause qui est une cause nationaliste, qui est une cause patriotique, qui est une cause d'amour de son pays. Ce sont des gens qui sont persuadés aussi d'un pouvoir quasiment magique du professeur d'histoire. Nous serions ceux qui sont susceptibles de guérir, par exemple, la radicalisation des jeunes vers la radicalisation islamiste. Enseigner l'histoire, enseigner le roman national, ça permettrait d'éviter que les jeunes basculent dans la radicalisation islamiste. Enfin, ça, c'est vraiment... C'est pas ce que vous appelez la fonction thaumaturgique. C'est ça, la fonction thaumaturgique, absolument, j'appelle ça comme ça dans le livre. Donc ça, c'est complètement délirant. Oui. C'est délirant, c'est des gens qui se protègent de leur propre... de leur propre... incapacité, qui est la nôtre en tant qu'enseignants, d'agir sur des choses aussi dangereuses de cette société, de leur propre impuissance, c'est ça le mot que je cherchais. Des gens qui se protègent de leur propre impuissance en se fantasmant une puissance. Et ce qu'ils ne supportent pas chez nous, je crois, c'est qu'en fait, on ait la modestie d'admettre qu'on n'est pas impuissant, mais on n'est pas surpuissant. On est juste des professeurs d'histoire. Et on peut faire simplement ce qu'on fait avec notre petit niveau et notre petite discipline historique. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que on ne va pas remédier à tous les maux de la société, ça c'est absolument certain. Donc ce sont des procès d'intention, mais qui à mon avis révèlent davantage en miroir ce que défendent ces gens-là, plutôt que ce que nous défendons nous. Mais tout le débat qu'il y a eu il y a quelques mois à propos du roman ou du récit historique, c'est pas tout à fait la même chose. Mais enfin, dans les deux cas, ce sont des... En tout cas, c'est pas le boulot des historiens ni de faire le roman ni le récit, enfin, à mes yeux en tout cas. Voilà. Est-ce que ça ne témoigne pas, et ça suit ce que vous venez de dire ici, ce surinvestissement de la matière historique dans la formation, voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de ce que doit être un bon petit français, quoi. S'il n'y a pas un surinvestissement, et finalement, on donne aux professeurs d'histoire une mission qui n'est pas la leur, puisqu'en tout cas, c'est en tout cas pas celle que vous souhaitez appliquer, enfin, voilà, très clairement, puisque vous êtes fixé un autre objectif qui est vraiment d'émanciper
par rapport au phénomène de reproduction, enfin voilà tout ce que vous avez dit tout à l'heure au fond. Est-ce qu'on ne surinvestit pas l'enseignement d'histoire? Parce que quand j'ai vu tout ce qui était publié en France, le nombre de magazines, de journaux qui consacraient des pages entières, voire des dossiers, des numéros spéciaux aux romans d'histoire, on voyait que ça pendant un mois on a vu que ça. Dans mon pays, enfin la Belgique, qui a une toute autre histoire, c'est inimaginable. Mais je me demande si dans d'autres pays, on surinvestit autant, sauf peut-être dans des régimes antérieurs, mais quelque part, est-ce que c'est un signe de bonne santé ou de mauvaise santé de la démocratie de surinvestir comme ça une discipline dont ce n'est pas la fonction que de reproduire, je dirais, un système que l'on estime souhaitable parce que il est rassurant, c'est évidemment le système des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, et donc la peur de l'avenir au fond. Oui, alors bon, ça c'est vraiment c'est l'histoire très franco-française que je raconte d'ailleurs dans ce livre-là. Oui, bien sûr qu'il y a une passion spécifique en France avec l'enseignement de l'histoire. Qui est liée à l'histoire de la France, voilà, liée à cette construction en fait d'une identité nationale française à la fin du XIXe siècle, avec en plus de ça le côté reconquérir l'Alsace et la Lorraine, donc une dimension un peu revancharde, une dimension coloniale extrêmement forte aussi, justifier le fait d'être les civilisateurs du monde sauvage, etc. Donc, oui, il y a une passion française autour de l'histoire qui explique que l'enseignement de l'histoire soit à ce point au centre des intérêts aujourd'hui des médias français, etc. Il y a également un surinvestissement médiatique qui est lié aussi à la transformation du monde médiatique. Ça, c'est pas simplement qu'en histoire, mais qui fait que cette passion de l'enseignement de l'histoire, elle est immédiatement relayée et montée en puissance par les médias français, et elle se greffe à des passions politiques qui sont celles dans lesquelles nous sommes aujourd'hui englués en France, c'est-à-dire les passions pour la question de l'identité, la question de l'immigration, la question du racisme, la question du terrorisme, etc. Donc oui, tout ça fait un cocktail explosif qui fait qu'on est sans arrêt embourbé dans ces trucs-là. Sans compter qu'il y a des académiciens qui s'en mêlent. Voilà, tout le monde s'en mêle, tout le monde est spécialiste, voilà. tout le monde a son mot, à dire là-dessus. Donc oui, pour les enseignants, c'est absolument ingérable, enfin c'est d'une lourdeur et c'est épuisant. Et ce livre aussi, il a pour vocation, je le dis en introduction, il a pour vocation de mettre une autre parole dans ces débats-là, qui est la parole des praticiens, qui est celle en fait dont on n'entend jamais parler. Parce que comme vous dites, il y a des académiciens, il y a les politiques, il y a les journalistes, il y a les grands universitaires qui n'ont jamais vu un élève de leur vie, mais il n'y a pas les praticiens. Voilà. Donc tous ces débats et toutes ces passions dépossèdent en fait les praticiens de leur expertise. Et voilà, ce livre est aussi une manière de dire que les praticiens ont des choses à dire là-dessus. Merci. Nous allons passer à la question suivante. Faut-il continuer à se battre pour changer les contenus? S'agit-il d'un vrai ou d'un faux débat? La question est-elle posée correctement et sous quel angle aborder le problème? Oui, alors dans ce livre, j'explique que pendant très longtemps, je me suis simplement focalisée sur la question des contenus et sur la question des programmes. En fait, il faut peut-être préciser aussi là pour vos étudiants qu'en France, on a une sorte de fétichisme des programmes, ce qui n'existe pas ailleurs. Et les programmes sont extrêmement précis. D'ailleurs, ça s'appelle programme, c'est pas curriculum, c'est pas plan d'études. Ce mot programme, déjà, c'est tout un programme, si j'ose dire. Donc il y a une fétichisation du programme qui fait que dès qu'il y a une virgule qui change dans le programme, ça fait la une du 20h. Et alors c'est évidemment à double tranchant parce que cette fétichisation du programme fait que des gens comme moi vont vraiment regarder le programme dans ses détails et pointer ce qu'il n'y a pas, ou pointer la façon dont c'est libellé, etc. Alors j'ai fait ça pendant très longtemps, mes premières recherches, mes premiers ouvrages, etc. Et puis je me suis aperçue que j'avais négligé quelque chose qui doit être pensé avec la question des contenus et des programmes, qui est celle des pratiques.
Et donc ce livre est aussi une manière de faire, non pas de substituer une pensée sur les contenus, enfin de substituer à une pensée sur les contenus une pensée sur les pratiques, mais de montrer comment elles doivent forcément cheminer ensemble. Comment la pédagogie doit cheminer en fait avec une réflexion sur les contenus. Et aujourd'hui j'en suis arrivée à me dire que même avec des programmes mauvais, ce qui est le cas, ce qui est notre cas, même avec des programmes non satisfaisants, on peut réussir à faire des cours qui soient des cours intéressants à partir du moment où on investit la question des pratiques, la question de l'épistémologie, pour rendre un peu savoureux une recette de cuisine, les programmes fadas, avec des ingrédients fadas. Voilà, donc ce que je dis dans ce livre, c'est qu'il faut continuer à se battre sur les contenus, parce que mine de rien, les contenus sont le reflet de ce qu'une institution met en partage, hein, et propose à son système éducatif. Donc c'est très politique et c'est un combat politique qu'il faut continuer à mener. Mais il ne faut pas le mener seul et déconnecté des réflexions sur les pratiques et l'épistémologie. Merci. Et alors nous arrivons tout doucement vers la fin de notre entretien. Alors vous vous intéressez plus particulièrement aux discours tenus sur l'histoire de la colonisation, c'est même la thématique de votre thèse de doctorat en sciences de l'éducation, et vous vous interrogez, vous l'avez dit déjà, beaucoup sur la manière dont on traite l'histoire de l'immigration. Alors quels enjeux revêtent ces deux thématiques aujourd'hui ? En France. En France, oui, bien entendu. On reste dans ce cadre-là, et je dis bien aujourd'hui. Hein, ouais. Voilà. Alors en fait, ma thèse, elle porte sur deux aspects, à la fois la montée des débats en France sur la mémoire coloniale. Ceci dit, ils existent aussi en Belgique. Hein. Oui, bien donc sûr. la montée des débats en France Léopold II, c'est pas voilà, exactement, hein, oui. sur la mémoire coloniale, enfin la construction des débats autour de la mémoire coloniale et la façon dont ça impacte les programmes d'histoire. J'ai en fait interrogé dans ma thèse, depuis la fin des années 70, l'évolution justement du contenu d'enseignement fait colonial au regard des débats, pour essayer de voir si l'institution propose des aménagements en fonction de ce qui est débattu, au contraire, il reste sourde, etc. etc. Pourquoi cette question-là ? Parce que c'est une question qui va me permettre de conclure, en fait, parce qu'elle, pour moi, elle synthétise tout ce dont on vient de dire, c'est-à-dire qu'elle synthétise à la fois les questions d'égalité, de démocratie, de principe de justice et d'émancipation. À la fin des années 70, au début des années 80, il y a eu en France le début de ce que les sociologues appellent la culturalisation de la question de l'immigration. C'est-à-dire que la question de l'immigration a été de plus en plus appréhendée politiquement d'un point de vue culturel plutôt que d'un point de vue social. Hein, grosso modo, on a arrêté de dire les travailleurs immigrés, on a dit les immigrés musulmans. Ça a rencontré dans l'institution scolaire des acteurs, des décideurs, qui se sont dit, mais au fond, est-ce qu'on ne devrait pas adapter les programmes d'histoire à cette nouvelle coordonnée qui est la culture d'origine des élèves qui sont dans les classes. Et puisque majoritairement ce sont des élèves qui sont originaires des pays anciennement colonisés, notamment des pays maghrébins et notamment l'Algérie, est-ce qu'au fond on ne devrait pas procéder à des aménagements des programmes qui prennent davantage en compte une dimension méditerranéenne, ou l'histoire coloniale, ou l'histoire des circulations des hommes et des femmes, l'histoire de l'immigration, etc. Et tout ça commence à faire énormément de débats dans l'institution scolaire, ce que moi j'ai vu dans les archives. Et ce sont des débats ni de droite ni de gauche d'ailleurs, hein, mais des débats qui tournent autour de la fonction intégratrice de l'enseignement de l'histoire. Au fond, on pourrait les définir de la manière suivante. Est-ce qu'il faut continuer à enseigner un récit national qui de toute façon aurait vocation à intégrer tout le monde, ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il faut inventer un autre récit qui soit plus simplement nationalo-centré, mais qui s'ouvre
à d'autres aires culturelles, à des dynamiques de circulation, à l'immigration, à une ère méditerranéenne, à l'histoire coloniale, etc. Vous voyez que ce sont deux manières en fait de penser différemment la question de l'intégration des élèves d'origine immigrée par l'histoire. Ma thèse, elle porte là-dessus. Et en fait, je montre que cette question coloniale, c'est en fait une question qui permet d'agréger la question de l'immigration, parce que cette immigration est une immigration majoritairement d'origine coloniale et postcoloniale, la question de l'esclavage aussi, et donc la question de la place aujourd'hui des populations noires se revendiquant comme descendants d'esclaves dans la société française, et donc la question des racismes. Et du coup, racisme, immigration, etc., ce qui est interrogé là et ce qui est bousculé, c'est le socle nationalo-républicain de l'école en France. Et on voit bien dans les archives, en fait, que l'institution s'interroge. Elle est bousculée au sens propre, hein, c'est-à-dire qu'elle est pleine de doutes de comment répondre à ces nouvelles coordonnées, à ces nouvelles questions, justement, que nous pose la présence de ces enfants dans les classes. Comment est-ce qu'on doit y répondre? Et depuis les années 80, en fait, depuis 30 ans, différentes réponses ont été tentées d'être apportées. Et ce sont des réponses qui se traduisent par des changements de programme, par des contenus qui sont soit aseptisés, soit alourdis, soit qui disparaissent, mais qui traduisent en tout cas le caractère extrêmement politique de l'enseignement de l'histoire et des programmes d'histoire comme des instruments de politique publique, en fait, de gestion de la question de l'hétérogénéité culturelle dans les classes. Un très grand merci. Vous avez proposé vous-même de conclure sur cette problématique. Je signalerai à nos auditrices et à nos auditeurs que votre thèse doit paraître à l'automne, sauf erreur de ma part. Chez quel éditeur? Septembre, Presse universitaire de Lyon. Voilà, où vous avez soutenu votre thèse, oui, je crois, ce qui est tout à fait donc cohérent. Ouais, ça va ça me paraît tout à fait logique. Un très très grand merci. En tout cas, j'envie vos élèves au lycée et à l'université aussi d'avoir votre enseignement, parce que vous expliquez de manière vraiment très pédagogique tout ce que vous présentez ici, et je regrette moi-même de ne pas avoir été votre élève, mais on aurait dû inverser la chronologie alors, parce que la différence de génération rendait les choses tout à fait impossibles. Alors là, on était vraiment dans l'anachronisme. Encore un très très grand merci. Et donc nous attendons impatiemment la publication donc dans 5 mois donc de votre livre. Est-ce que vous avez, enfin d'ailleurs c'est un petit peu fort de ma part de vous poser la question, mais d'autres choses en vue? Mais vous avez tellement publié ces derniers temps qu'on avait à peine le temps de respirer, qu'on voyait que déjà les publicités pour le livre suivant, mais est-ce que vous avez déjà, parce que bon, la thèse, elle est faite, mais je veux dire d'autres choses qui sont prévues pour l'année prochaine, ou pour l'année académique prochaine, ou pour l'année civile 2019, oui. Des ouvrages collectifs, non, ou des ouvrages individuels prochain ouvrage individuel, oui, il va porter sur la question de la pédagogie. Oui. Une histoire politique de la pédagogie. Une histoire politique de la pédagogie. Voilà. J'espère que ça ne va pas faire pousser des cris de nouveau dans la presse, mais ce serait bon signe d'ailleurs, parce que s'il n'y a pas de réaction, vous aurez peut-être raté votre coup. Hein. Oui, l'essentiel étant de faire réagir les gens, de les faire un petit peu réfléchir, et je sais que vous aimez beaucoup, entre guillemets, l'actuel ministre de l'Éducation nationale, et on n'en dira pas plus. Merci beaucoup. Merci à vous.